Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. Cette semaine, on va pas parler technologie informatique, on va parler biologie et stockage de données, avec stockage de données sur de l'ADN. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci de nous écouter tous les vendredis matins sur toutes les plateformes de diffusion, de balado-diffusion, comme nos amis québécois le disent. Vous êtes nombreux à nous écouter au Canada et je vous en remercie. Deezer, Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music et les autres. Vous le savez, de temps en temps, dans le podcast AWS en français, on prend des petits détours où on parle de technologies qui ne sont pas nécessairement directement liées au cloud. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec mon invité, Tiffany Souter. Tiffany, bonjour. Merci d'être là. Tiffany, tu es dans la même équipe que moi, Developer Advocate, spécialisée en intelligence artificielle, Generative AI, c'est ton champ de bataille, de travail pour le moment. Mais avant d'en venir au cloud, tu as fait des études en biologie, tu as un PhD en ingénierie génétique, c'est bien ça ? Ouais. Et je t'ai entendu dans un autre podcast il y a quelques mois qui s'appelle Underscore, on peut le citer, vous trouverez les notes évidemment dans les notes du podcast, parler de stockage d'informations sur de l'ADN. Alors évidemment ça a ouvert toute ma curiosité, quoi, pourquoi, etc. Je sais pas par où prendre la bête. On va commencer par le début. L'ADN, c'est quoi? L'ADN, donc c'est le support de l'information du biologique. Donc c'est un peu, si tu veux, si je fais le parallèle un peu avec la tech, c'est un peu le code source de toutes nos fonctions biologiques. C'est mon code source à moi. Exactement. Et donc, pour que le corps fonctionne, il y a besoin d'énormément d'informations. Notre code source est vaste et si tu veux, il contient énormément de fonctions. Et donc, pour pouvoir stocker toutes ces informations-là, la nature a un peu optimisé, si tu veux, le support de cette information-là pour pouvoir le réduire en termes de volume et de taille à ce que ça puisse rentrer dans chacune de nos cellules. Donc, chacune de nos cellules contient l'entièreté de l'information génétique de notre corps. Et en fait, pour chaque cellule spécifiée, si tu veux, dans ton corps, donc les cellules de ta peau, les cellules de tes yeux, de ton foie, elles vont être spécialisées dans certaines tâches. Donc, elles vont pas avoir accès à tout le code source. Elles vont lire seulement une partie, une fraction de l'ADN qu'elles ont. Mais techniquement, dans toutes tes cellules, il y a toute l'information génétique. C'est pour ça qu'on peut reproduire un être vivant à partir d'une seule de ces cellules. Exactement. Il suffit d'une seule de ces cellules-là. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que dans chacune de nos cellules, on a 6 picogrammes d'ADN. C'est quoi un picogramme? Picogramme, c'est tout 10 petit. moins. Ok, laisse tomber. Je me rappelle plus, c'est très très petit. Et si tu veux dérouler parce qu'il faut l'imaginer un peu comme une petite pelote de laine. Si tu déroules ces 2 picogrammes d'ADN complètement en un fil très long, tu te retrouves avec 2 mètres d'ADN. C'est assez impressionnant. Dans chaque cellule. Ouais, dans chacune de nos cellules. Et donc, si tu multiplies ça par le nombre de cellules dans le corps humain d'une personne de à peu près 70 kilos, ce qui fait à peu près 30 000 milliards de cellules, et ben on se retrouve avec une distance pharaonique de 60 milliards de kilomètres d'ADN dans un seul corps humain. Et 60 milliards de kilomètres, pour remettre en perspective, c'est 180 000 fois un aller-retour Terre-Lune, ou c'est 2 fois la circonférence de notre système solaire. Du système solaire. Ouais. Okay. C'est assez impressionnant en fait. Et ça c'est un corps humain. Dans un seul corps humain. C'est vraiment pour dire à quel point la nature a optimisé la compaction, si tu veux, de l'information et en même temps sa stabilité sur le temps, puisque l'ADN c'est très stable. On a retrouvé des brins d'ADN. Le plus vieux qu'on ait retrouvé, c'est un brin d'ADN de cheval qui date d'il y a 700 000 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc c'est beaucoup plus périn, si tu veux, que n'importe lequel de nos systèmes de support de stockage aujourd'hui. Donc non seulement c'est un super algorithme de compression, mais un moyen de stockage extrêmement pérenne dans le temps, durable. Oui, exactement. Et tu n'as pas besoin pour les stocker, ça ne requiert pas beaucoup d'énergie. Par exemple, ces brins d'ADN-là, on peut les retrouver bloqués, si tu veux, dans des calottes glaciaires ou des trucs comme ça. Il nous suffit juste d'avoir un frigo, si tu veux, pour conserver en fait cet ADN-là de façon pérenne. Donc, c'est quand même assez impressionnant
ce qu'on pourrait faire potentiellement avec l'ADN. Alors, il y a un champ de recherche pour le moment en génie génétique qui est justement le stockage d'informations, toute information, d'informations génériques sur de l'ADN à cause des caractéristiques, ou grâce aux caractéristiques que tu viens de citer. Mais pourquoi pas simplement parce que c'est possible. Enfin, quels sont les challenges de demain en matière de stockage d'informations? On produit aujourd'hui beaucoup plus d'informations que ce qu'on peut stocker. Par exemple, en 2022, on a produit 90 zeta-octets de données et notre capacité de stockage mondiale, elle est de 6. Et c'est ce qu'on a produit en une seule année. Ouais. Et cette quantité de données augmente de façon exponentielle. Donc en 2023, ce sera un autre chiffre beaucoup plus impressionnant. Et en fait, quand on regarde les données, on se rend compte qu'on fonce dans un mur. C'est-à-dire que, en fait, si on veut tout stocker, on peut pas. Donc aujourd'hui, on ne stocke pas tout, forcément. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de données qui ont une durée de vie très courte. Mais en fait, on se rend compte quand même que ça devient de plus en plus compliqué de construire assez de data centers pour pouvoir stocker les informations qui sont importantes. Et en plus, quand elles sont importantes, il faut les dupliquer. Et en plus, nos supports de stockage ont une durée de vie d'à peu près 10 ans. Du coup, il faut les changer. Donc, c'est quand même des problématiques qui commencent à devenir compliquées. Il faut savoir aussi qu'un data center, c'est la taille d'un terrain de foot à peu près. Ça peut stocker uniquement 1 hexaoctet. C'est grand, mais c'est seulement 1 millième d'un zeta. Voilà. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça voudrait dire qu'il faudrait quand même construire beaucoup de data centers pour arriver à une capacité de stockage qui serait intéressante sur les, on va dire, 10-15 prochaines années, si on se projette dans le futur. Donc, un data center, c'est aussi 20 mégawatts d'énergie utilisée par an, c'est 20 millions de dollars d'entretien, de maintenance aussi par an. Donc, si c'est juste pour garder des données qui doivent être archivées pour les 10, 15, 20 prochaines années, c'est très cher finalement. C'est très cher et puis et comme tu dis, c'est pour des données qui ne sont pas forcément requêtées tous les jours. Donc voilà, pour des informations qu'on a besoin d'archiver sur du très long terme et qu'on n'a pas besoin spécifiquement tu vois, de retrouver tous les jours. Peut-être que l'ADN, ça pourrait être un support intéressant d'archivage long terme, en fait. Alors, comment est-ce qu'on va mettre des données binaires sur de l'ADN? Alors, c'est quoi la théorie? Comment ça marche? C'est quoi l'idée derrière ce truc-là? Ouais, donc en fait, dans l'ADN, on est sur c'est construit avec des briques, on va dire, élémentaires qu'on appelle les acides aminés. Il y en a 4 différentes, A, T, C et G. C'est souvent ce qu'on voit quand on représente un peu l'ADN. Cours de bio. Voilà. Donc l'adénosine, la thymine, la cytosine et la guanine. Et donc ces acides aminés-là, si tu veux, c'est les seules briques qui sont présentes dans de l'ADN. Donc on est un peu, si tu veux, si je veux faire un parallèle avec la technologie, on est sur un code en quaternaire. Et puis nous, en informatique, on est en binaire. Donc comment est-ce qu'on convertit? Donc on a 4 symboles finalement pour coder de l'information. Voilà, exactement. On a 4 symboles dans l'ADN et puis on en a 2 quand on est en binaire dans l'informatique. Donc tout simplement comment faire la traduction, si tu veux, entre ces 2 manières de stocker l'information. Eh ben, on n'a qu'à se dire de façon très naïve, il y a d'autres façons de stocker l'information dans l'ADN, mais je vais utiliser un exemple très simple pour qu'on puisse comprendre. Par exemple, là, le A, la base A, on va la coder 00. La base T, on va la coder 11. La base C, on va la coder 01. Et la base G, on va la coder 10. Et donc, tu prends une lettre A, par exemple, en code ASCII majuscule, c'est 65. Au lieu de la coder en binaire, on la code en binaire avec deux séries, avec 2 chiffres binaires qui permettent de représenter cette lettre-là avec les 4 acides aminés essentiels de l'ADN. Exactement. Donc, j'ai un exemple très concret. Le code en binaire de la lettre H, par exemple, c'est 01 10 1 0 0 0. Et donc, en ADN, ça donnerait CGGA.
Et donc il y a vraiment une traduction un par un entre une suite de chiffres, de lettres, enfin du binaire, et une suite d'acides aminés qu'on peut mettre dans de l'ADN, c'est ça? Exactement, exactement. Ça c'est assez facile à faire. Enfin, je veux dire, hors stockage lui-même, juste convertir d'une représentation à l'autre, c'est assez trivial à programmer dans n'importe quel langage de programmation. Exactement. Et d'ailleurs, pour le podcast de Underscore, je me suis amusée à coder un petit script qui te permet de traduire une phrase. En acide aminé. En acide aminé, exactement. Donc tu peux comme ça retrouver la séquence. Donc c'est un tout petit peu plus compliqué dans la pratique. On va en parler après parce que l'ADN supporte très mal les séquences répétées. Et en fait, quand on traduit une phrase une phrase, on va avoir beaucoup de motifs répétés comme des espaces ou par exemple en français on utilise beaucoup de E et donc en fait ces séquences-là ça va faire des séquences d'ADN qui vont être les mêmes rapprochées et en fait ça la nature n'aime pas. Non, donc c'est difficile dans la pratique après de synthétiser des brins d'ADN si tu veux qui ont ces séquences répétées là. Donc dans le code que j'ai mis à disposition sur GitHub. Et vous trouverez les liens évidemment dans les notes du podcast comme d'habitude. Exactement. Et donc la nature n'aime pas les répétitions. Oui, exactement. Donc dans une phrase, on va avoir beaucoup de répétitions. Par exemple, on va avoir beaucoup d'espace. On va avoir, en français, on a beaucoup de fois la lettre E, par exemple, qui est très rapprochée. Et du coup, quand on le traduit en ADN, on a pas mal de séquences répétées. Et ça, c'est difficile à synthétiser en laboratoire. Et donc, pour pallier à ce problème-là, dans le code que j'ai mis à disposition sur GitHub, en fait, j'ai rajouté un peu de hasard par rapport à ces séquences répétées-là. Donc, c'est pas exactement juste la traduction des lettres vers ATCG, enfin en binaire et puis vers ATCG. Il y a j'ai rajouté un petit peu d'aléatoire, si tu veux. Pas tout à fait aléatoire, parce que tu dois être capable de décoder. Ouais, exactement. Aussi. Enfin, c'est plus que, en fait, c'est juste une façon, c'est juste un petit. C'est du padding, comme on dit. Aller remettre des bits et des bytes à certains endroits. Un petit tweak, si tu veux, pour arriver à faire en sorte que ces séquences répétées-là soient le plus éloignées possible les unes des autres. Alors ça, c'est la partie qu'on comprend. Enfin, je veux dire, les auditeurs du podcast AWS en français, moi, aller traduire dans une représentation sur carte symbole. Ok. Mais après, comment est-ce qu'on va écrire et lire ça sur de l'ADN? Ça marche comment, madame? Alors, pour l'écrire en ADN, du coup, il faut faire ce qu'on appelle de la synthèse d'ADN. Donc, c'est une technologie qu'on maîtrise aujourd'hui très bien. Il y a des entreprises qui peuvent le faire pour toi. Donc, notamment... Et on va peut-être parler de l'aspect pratique de comment ça marche, on peut synthétiser, on peut générer de l'ADN aujourd'hui. Tu leur donnes une chaîne karaté, machin, et tu reçois un petit éprouvette ou je sais pas quoi. Voilà, très concrètement, comment ça marche? C'est exactement ça. Non. Ça a l'air étrange, un peu magique. Voilà, je pense surtout pour des gens qui sont pas dans le domaine. Mais oui, en fait, on a des synthétiseurs d'ADN. Et on rentre une séquence, si tu veux, dans un format texte quelque part dans la machine. Et elle, après, elle a on va dire, de façon très simplifiée, des bouteilles d'acide nucléique, si tu veux, donc des bouteilles de A, des bouteilles de T, de C et de G. Et puis, elle va être capable de... très simplement de coller bien sûr. les briques entre elles dans un certain ordre, dans l'ordre. C'est une imprimante 3D, mais pour de l'ADN. Au lieu de mettre des fils, on met des acides nucléiques. Exactement. Et l'output, c'est quoi? C'est un liquide? Est-ce que c'est de la matière vivante? C'est plus philosophique comme question. Donc l'output, si tu veux, ça va être des brins d'ADN dans une phase aqueuse, donc dans de l'eau qu'on va t'envoyer dans un petit tube. Alors tu peux soit demander d'avoir l'ADN sous une forme aqueuse, donc dans de l'eau, ou tu peux la demander sous une forme déshydratée et tu l'as sous forme de poudre. Et donc en fait tu te retrouves avec un petit tube
Et après, tu as des instructions pour soit resuspendre l'ADN dans de l'eau, tout simplement, stérilisé, bien sûr, ou alors tu as juste directement ta type solution aqueuse, et puis après, tu fais des dilutions bien comme il faut pour ensuite pouvoir manipuler l'ADN que tu as synthétisé. Et dans l'autre sens, je vais aller un peu plus dans les détails, évidemment, sur la machine, parce que tu l'as fait, tu as vraiment été écrire, générer. Cette étape-là, je ne l'ai pas faite, je suis passée par une entreprise. D'accord. Pour le faire. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé commande sur Internet. Explique, allez, on y va. Donc, tu as écrit ton programme Python, tu as ta séquence codée en ADN, mais encore sur un ordinateur à ce stage-là. Donc j'ai un point texte avec des ATCG. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait après ? Voilà, et après, tu vas sur le site de... Moi, je suis allée sur Twist Bioscience. C'est un site, donc tu tapes l'adresse tout simplement sur Google, tu tombes sur leur site, tu crées un compte, et puis tu cliques sur l'option faire synthétiser un brin d'ADN. Donc, tu choisis si tu veux que ton ADN soit circulaire ou linéaire. Bon, voilà, ça, c'est des petits détails de biologie, dépendamment de ce que tu veux en faire après. Et puis après... Tu mets une carte de crédit voilà, ils te demandent ton format, enfin ta séquence d'ADN en point texte, donc tu l'uploades, et puis ensuite tu payes 7 centimes d'euros ou de dollars, je sais plus, mais la paire de base. Donc voilà, ça coûte 7 centimes. Qu'est-ce que tu appelles une paire de base ? Une paire de base, c'est en fait... donc je disais, on a ATCG, ça marche toujours par paire. D'accord. Donc on ne peut pas avoir des séquences d'ADN monobrin. Si tu veux, quand tu as une séquence qui dit ATCG, eh ben, collé en face, tu vas avoir le complémentaire de ce brin, ce qu'on appelle le complémentaire. Et en face des A, tu vas avoir les T, et en face des C, tu vas avoir des G. Donc en fait, tu as toujours ta séquence à l'envers qui est collé à son jumeau. C'est un checksum pour leur redondance. Voilà, exactement. En fait, d'ailleurs, c'est un mécanisme de défense très intelligent. Très intelligent. Je trouve que la nature est incroyablement bien faite. Et d'ailleurs, quand on fait une thèse en ingénierie génétique, on finit par se demander... comment est-ce que cette architecture, si tu veux, elle a pu être mise en place ? C'est quand même super beau. Et donc, le fait d'avoir une double copie dans le brin, c'est quand il y a une erreur dans le code, et ben, on peut retrouver, si tu veux, le message initial dans son complémentaire. Donc, c'est une sorte de sécurité, si tu veux, pour pas perdre l'information. C'est très bien. En fait, Alors, si cette société existe, c'est qu'il y a un marché. Pourquoi on génère de l'ADN aujourd'hui, à part pour s'amuser à coder de l'information, pour faire un podcast? Alors, ça a énormément d'applications qui sont très concrètes. Par exemple, pour pouvoir faire plus ou moins n'importe quelle manipulation avec de l'ADN, il faut ce qu'on appelle des amorces, des primers. Et en fait, comment l'expliquer simplement ? Si tu veux, quand on veut répliquer de l'ADN, ce qui est quelque chose qu'on fait très régulièrement dans le domaine de la génétique, il faut pouvoir... quand tu as de l'ADN monobrin, tu peux pas la copier. Il faut que tu aies à un moment le complémentaire. Et donc, en génétique, ce qu'on fait, c'est qu'on a des amorces qui, les complémentaires se collent. C'est difficile d'expliquer de façon claire, hein, mais en gros, les séquences complémentaires sont attirées les unes aux autres. Par des liaisons faibles, hydrogènes. Donc en fait, dès que tu as des séquences qui sont complémentaires, elles vont de façon assez naturelle se coller les unes aux autres. Et au moment où dans ton tube à essai, tu as 2 séquences complémentaires qui sont collées les unes aux autres, tu peux, à partir de là, faire une séquence d'ADN, parce que tu as des protéines qui s'appellent les enzymes qui peuvent se fixer à l'ADN quand elle est en double brin, pas en monobrin. Et à ce moment-là, en fait, l'enzyme, si tu veux, la protéine, utilise le brin, le monobrin, comme support de copie pour ensuite pouvoir répliquer l'ADN. Et c'est comme ça qu'on fait des copies de gènes, séquences d'ADN. C'est très utile pour n'importe quelle application, si tu veux, pour pouvoir produire des protéines en masse, pour pouvoir faire des médicaments, pour pouvoir faire des biocarburants, des trucs comme ça. Enfin, ça a des applications qui sont tellement multiples que je ne pourrais toutes les citer là. Mais en fait, c'est quelque chose de très important de pouvoir créer ces amorces-là. Et en fait, ces entreprises comme Twist Bioscience, elles sont spécialisées, si tu veux, dans la séquence d'ADN, mais court.
Donc, pour faire une amorce, on n'a pas besoin de synthétiser des longs brins d'ADN, si tu veux. On n'a besoin que de courtes séquences d'ADN. Parce que plus on veut faire des séquences qui sont longues, plus c'est compliqué techniquement. Donc, en fait, nos synthétiseurs, ils sont bons, si tu veux, à faire peut-être... alors, je saurais pas te dire... Courtes séquences d'informations. Ouais, je saurais pas te dire combien de ATCG, mais peut-être, on va dire dans les 1000, peut-être 10 000, mais au-delà, ça commence à faire des séquences très longues et c'est difficile à séquencer. Donc, voilà. Et donc, la séquence que toi, tu as envoyée, ça représentait une phrase, c'est ça? Ouais, c'était une phrase et c'était relativement court. Et tu te souviens de combien ça a coûté? Ça a coûté, je l'ai noté quelque part, je ne veux pas te dire de bêtises. Mais on parle de dizaines, de centaines de dollars. C'était une petite phrase et ça nous a coûté 116 € à séquencer. Pardon, pas à séquencer, à synthétiser. À synthétiser. Voilà. Mais du coup, si on fait le calcul assez rapidement, si tu as 7 centimes la paire de base et qu'il te faut 1 octet pour faire une lettre, ça fait 28 centimes la lettre. Ah oui, donc ça reste encore un... Donc 28 centimes la lettre. Assez coûteux comme stockage. Si tu veux faire un tweet avec 280 caractères, ça fait à peu près 80 €. Donc, oui, mais il sera archivé pour très longtemps. Voilà, donc très long. C'est un peu cher. Qu'est-ce que tu as reçu en output? Ils t'ont envoyé après un liquide avec la séquence que tu as demandé? Ouais, moi j'ai choisi le tube avec l'ADN séché, déshydraté, donc en poudre. Et voilà, donc à partir de là, tu as ton tube avec l'ADN que tu as séquencé. Donc, what's next? Voilà, avec ton message. Donc techniquement, ça pourrait être ça en fait, ce que tu stockes. Tu stockes cet ADN-là. Oui, une fois que j'ai la poudre, je la mets dans un coffre-fort quelque part et dans 1000 ans, elle sera toujours là. L'information, elle est stockée. Après, donc, la suite de l'expérience qu'on a faite pour Underscore, c'est qu'on a essayé quand même de retrouver cette information. Elle est la lire. De la lire, donc voilà. De mettre cette poudre, en fait, faire un séquençage ADN finalement, comme le fait la police, comme on le voit dans les films, etc. C'est globalement la même chose. Exactement. Et ça, c'est limite plus simple, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis plus longtemps que la synthèse de l'ADN. Donc, pour le séquençage... Alors, c'est marrant parce que moi, très naïvement, quand j'étais en thèse, je le faisais tous les jours et je me disais, mais non, mais en fait, je peux le faire chez moi dans ma cuisine. Il me suffit seulement de commander. Je savais qu'est-ce qu'il fallait commander. Et je me disais, non, mais c'est possible de pouvoir faire une partie de l'expérience à la maison parce qu'en fait, alors, certes, les séquenceurs d'ADN en laboratoire, on se les imagine, et c'est très vrai, et immense, de la taille d'un frigo, qui coûte des millions et tout ça, et c'est vrai, mais il y a une entreprise qui fait des séquenceurs très compacts, qui s'appelle des Minayon, et aujourd'hui, tu peux avoir un séquenceur de poche chez toi, de poche, exactement, qui fait à peine la taille d'un téléphone, qui pèse 87 grammes, qui coûte seulement $1000. Ah oui, donc à un moment, je voulais me l'offrir. Si tu veux, c'était limite, j'aurais pu m'offrir ça en cadeau de Noël, si tu veux. On s'achète de téléphone à ce prix-là, donc oui, tout le monde peut se payer. En fait, ce qui est incroyable, c'est de réaliser qu'à une époque, les séquenceurs d'ADN coûtaient des millions, enfin, tu vois, super grands. Et là, aujourd'hui, ils peuvent tenir potentiellement dans ta poche. Et en plus, tu peux les brancher à ton ordinateur par une clé USB. Donc, tu mets une goutte d'eau sur le truc et tu as une application qui te donne... C'est vraiment aussi simple que ça. Oui, exactement. Wow. En fait, tu as un petit lecteur dans lequel exactement comme tu as dit, tu mets ta goutte d'ADN et puis tu la déposes sur le lecteur. Et en fait, tout le calcul se fait derrière sur ton ordinateur, donc il faut quand même avoir une belle carte graphique pour pouvoir faire GPU tourner. Puissant. Voilà, exactement. Oui, c'est ça. En fait, la différence avec ces grosses machines, c'est que ces petites-là envoient l'information brute, le calcul lui-même. Et le calcul derrière, il est fait sur l'ordinateur. Voilà. Donc en fait, la petite machine, elle, c'est juste la lecture. Et après, il faut l'interprétation. Voilà, exactement. C'est des capteurs. Et après, il faut pouvoir traduire cette information-là en signal. Et ce signal-là, après, on le traduit en ATCG. Et c'est comme ça qu'on arrive à lire l'information. Et tu as réussi à mettre la main sur une de ces machines? Un Minayon. Alors, c'était compliqué. Finalement, en fait, ce qui était compliqué, c'était la partie où il fallait que je me fasse livrer le tube chez moi. Parce que Twist, Bioscience, en fait, ils vérifient chez qui ils envoient l'ADN. Donc, en fait, la seule limitation de ça, c'était que il y a des réglementations qui font que
c'est pas possible pour n'importe qui de faire synthétiser n'importe quel brin d'ADN. Et quelque part, c'est très bien. Parce que n'importe qui avec un minimum de connaissances en génétique pourrait potentiellement utiliser ces technologies-là pour faire des armes bactériologiques. Voilà. Donc forcément, moi je me suis dit bon allez, je tente le coup. On sait jamais, ça se trouve, ça va passer. Finalement, Bioscience m'envoie un mail pour me dire on a bien reçu votre commande et c'est très gentil de votre part d'être client, mais on n'a pas trouvé le labo où envoyer le. Et forcément, quand ils ont vérifié mon adresse, ils ont vu que c'était pas du tout un laboratoire. Et donc, je leur ai répondu très simplement que j'avais pas de labo. Et en fait, on a fait une visio avec l'équipe marketing, si tu veux, de Twist, parce que c'était tellement étrange comme demande, si tu veux, qu'ils voulaient savoir en fait. Le but de tout ça, et je voulais leur dire que c'était à but pédagogique et que en fait j'avais pas du tout de mauvaises intentions derrière tout ça, mais ils m'ont dit il faut quand même qu'il y ait un laboratoire derrière. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté Pasteur pour savoir si c'était possible de faire livrer le tube chez eux. Parce qu'en fait j'avais des contacts par rapport à ma thèse. Quoi, on passe devant la porte en fait. Tu vas faire livrer. Quoique ils étaient très gentils et en fait ils ont très vite compris l'intérêt, si tu veux, pédagogique de parler de ça sur Underscore à une grosse audience, puisque au final c'est des laboratoires qui ne parlent pas beaucoup finalement de ce qu'ils font et ils ont trouvé ça très intéressant comme démarche et ils nous ont soutenus très vite. Ils ont compris la démarche, ils ont dit bah bien sûr en fait envoyez le tube chez nous et si vous voulez on vous prête un Minayon. Donc j'ai même pas eu besoin d'en acheter un, si tu veux. On vous prête un Minayon et on séquence pour vous en fait le brin d'ADN. Et puis j'ai regardé Mathieu qui est le rédac chef de Micode sur Underscore, et puis il a fait bah let's go, c'est génial comme projet au final, comme collaboration avec Pasteur. Puis on était sûr que le travail allait être bien fait, si tu veux. Oui, la Pasteur, on pouvait pas viser mieux. Donc voilà, on a fait cette petite collab avec eux. Je me suis pointée, enfin si tu veux, donc eux ils ont reçu le tube directement, et puis Twist a finalement validé, puisqu'une fois qu'ils ont vu Pasteur, ils ont fait ok, bon, là c'est bon, access clearance si tu veux, et donc après on est allé directement au laboratoire à Pasteur avec Mathieu, et puis l'équipe de séquençage, si tu veux, nous a très gentiment accueillis, puis nous ont montré comment ils séquençaient avec le Minayon. Et donc ce que tu reçois en sortie de l'application qui est connectée à l'ordinateur auquel est connecté le Minayon, tu reçois un fichier texte de nouveau, voilà, exactement, avec des KACT. Et voilà, des ATCG. Alors ATCG, exactement, pardon. C'est techniquement ça s'appelle un point FASTA. C'est un format qui est standard, si tu veux, pour lire de l'ADN. Mais en gros, c'est un point de texte. Où il y a un chevron en face d'une séquence d'ADN, et puis il y a une petite mention juste en haut pour donner de l'information sur le brin qui est lu, si tu veux. Mais après, si tu veux, c'est des ATCG qui se suivent et tu peux le lire avec un notepad. Donc voilà, c'est ça qu'on reçoit. Et en fait... Et est-ce que ça a marché? C'est ça que tout le monde se demande. Oui. Maintenant, est-ce que tu as pu décoder Ça a marché, effectivement. Et retrouver ta phrase initiale. On avait un très haut degré de confiance sur la lecture, si tu veux, du brin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, si tu veux, le brin, il n'est pas tout seul. En fait, c'est plusieurs copies. Dans l'échantillon, tu as peut-être des milliards et des milliards de fois la même séquence. Et donc, en fait, on la lit plusieurs fois. Et au fur et à mesure qu'on la lit, si tu veux, le lecteur du Minayon n'est pas si fiable que ça, puisqu'il va faire quelques erreurs de lecture. C'est quand même très difficile de lire à cette échelle-là, c'est tellement petit. Mais en fait, plus tu vas lire la séquence de nombreuses fois, plus ton degré de confiance va augmenter sur la position de chaque base. Et une fois que ton degré de confiance est assez haut sur la lecture de chaque base, tu peux dire avec confiance, bon bah voilà, la première base, c'était un A à 98% du temps, donc on pense que c'est ça de façon assez confiante, et on fait ça sur toutes les bases du message. Et donc après, en fait, le Minayon te donne aussi un degré de confiance sur la lecture de chacune de tes bases. Et à ce moment-là, il peut te dire avec une certaine confiance, voilà, c'est cette séquence-là qu'on a lue tant de fois, et donc on fait la moyenne de tout, et donc c'est ça le résultat final. Mais ça, c'est lui qui fait, c'est pas ton code t'as accès à toute la donnée. Toi, en tant que chercheur, puisqu'en général, c'est les gens qui lisent les Minayon, c'est des chercheurs, quoique ça pourrait être aujourd'hui n'importe qui, vu que c'est pas si cher que ça. Mais oui, donc en général, le chercheur, il a accès à aussi la qualité du diagramme, si tu veux, de lecture de l'ADN. Et c'est bien de l'avoir, ça, parce que des fois, on cherche des mutations.
Et donc en fait, on va les retrouver parce que sur une seule paire de bases, on va avoir un degré de confiance qui est très bas, parce que sur certaines copies, il aura lu un T, sur d'autres copies, il aura lu un C, sur d'autres copies, il aura lu autre chose, tu vois. Et du coup, on pourrait dire, ah bah tiens, le degré de confiance, il est très bas sur une seule paire de bases, du coup, peut-être qu'il y a une mutation. Tu vois, c'est comme ça qu'on arrive à les voir. Et tu as eu des surprises? Tu avais préparé ton code de décodage, tu as exporté d'une certaine façon le résultat que tu as reçu texte, tu as fait matcher les deux, ça a marché du premier coup, il y a eu des surprises, il y avait des choses qui... Pas du tout. Alors du coup, ça s'est très très bien passé du début jusqu'à la fin. Ce qui était intéressant dans l'expérience qu'on avait faite, c'était que moi, je ne savais pas ce que contenait le message. En fait, c'était Mathieu qui l'avait écrit, si tu veux, et puis je lui avais envoyé mon script pour qu'il traduise en ATCG, donc en ADN. Et puis moi, donc j'avais juste vu la séquence en ADN, mais je m'étais jamais... j'avais pas triché, si tu veux, j'avais pas fait le décodage. Voilà, j'avais pas retourné la séquence en lettres. Je voulais la découvrir en live pendant le live de Underscore. Et du coup, en live, on run le script avec en input notre séquence d'ADN. Et puis là, en live, on lit donc le message que Mathieu avait encodé. Et donc, il avait encodé un fun fact sur Pasteur. Et tout s'était extrêmement bien passé. On n'a pas eu d'accrochage. Il n'y a pas eu, si tu veux, d'erreur sur aucune des bases. Donc, on aurait pu, tu sais, décoder le message et avoir une lettre qui saute. Et finalement, non, elles ont toutes bien été retranscrites. Donc, c'était vraiment une super expérience. Donc, c'était quelques dizaines de caractères là. C'est ça, une phrase, quoi. Non, c'était une phrase où c'était plus long. C'était, je sais plus exactement combien de caractères c'était, mais... Pour une centaine de dollars, t'as dit, à l'encodage, décodage quasiment gratuit. Enfin, je veux dire, si tu as accès à la machine, c'est quasiment gratuit. Et oui, alors Pasteur, Pasteur nous a gentiment fait cadeau du séquençage. Ah, donc maintenant, mais en fait, du séquençage lui-même, pas de la machine. Mais en fait, dans le séquençage, il y a quand même des réactifs qu'il faut acheter, donc des enzymes et tout ça. Et ça nous aurait coûté peut-être dans les 300 € si on avait voulu acheter le kit en entier pour. Donc, hors achat du matériel même, tu es quand même sur un budget de 400-500 €. Oui, après, une fois que tu as acheté ce kit-là, tu peux l'utiliser pour plusieurs séquençages. Donc, c'est un coût que tu amortis sur le long. Mais c'est vrai que c'est quand même un coût à l'entrée. Si tu veux, c'est une expérience que tu peux faire dans ton garage, mais qui te coûte quand même un peu d'argent. D'accord, non, mais je donne un ordre de grandeur pour qu'on se rende compte. On ne parle pas de technologie qu'on va appliquer l'année prochaine ou l'année d'après. On est du prospectif ici. On montre que techniquement c'est possible à un coût super élevé. Mais enfin, les coûts super élevés de nouvelles technologies, ça ne m'impressionne pas. Le disque dur de 5 mégas, il y a 60 ans, il coûtait des millions aussi. Donc, ça fait un moment qu'on travaille, cela dit, sur cette technologie. Ça date pas d'hier, en fait, cette idée de stocker l'information. Et en fait, je pense que si un jour une entreprise décide de faire ça pour du stockage de l'information, les coûts seront incroyablement plus optimisés que ce qu'on a fait là en passant par une entreprise, tu vois, et puis en achetant un petit kit pour faire le séquençage. Là, je pense qu'une entreprise aurait tout en gros. Et donc le coût à la base serait baissé significativement, je pense, par rapport au coût que ça nous a fait. Il y a le coût, il y a la latence aussi. On parle de jours là pour l'expérience, semaines. C'est là toute la limitation de cette technologie. Je veux dire, on ne pourra pas, si tu veux, avoir des supports de lecture et d'écriture très rapides sur de l'ADN. C'est vraiment pour de l'archivage long terme. Et oui, en fait, tu sais, c'est comme... nos stockages à nous, Glacier sur S3, où en fait ça met quelques jours à retrouver l'information. Quelques heures, pardon, quelques heures. Là, on serait plutôt sur du peut-être 24 heures, 48 heures pour retrouver l'information. Mais après, pour de l'archivage long terme, je trouve ça génial. Enfin, à très long terme. À très long terme et à coût très bas. Là, je pense qu'on aurait des coûts à l'année qui sont vraiment ridicules. Oui, c'est ça. Si on rapporte le coût sur la durée de conservation, ça fait baisser encore le coût. Exactement. Donc, ce serait extrêmement intéressant pour de l'archivage très long terme sur des trucs qu'on n'a pas besoin de retrouver. Et ça coûterait rien du tout. Est-ce qu'il y a une petite question éthique aussi? Ce qu'on génère là, c'est de l'ADN, c'est de la matière vivante, on peut dire ça ou pas du tout? L'ADN tout seul, c'est inerte.
On peut pas vraiment parler de forme de vie, vivante. En fait, et d'ailleurs, c'est une question qui est débattue en biologie. Le vivant. Qu'est-ce qu'est le vivant? Par exemple, est-ce qu'un virus c'est vivant? En fait, ce qui est difficile dans cette question-là, c'est de placer le curseur, parce que dans un virus, par exemple, il y a de l'ADN, mais il n'y a pas de fonction biologique. Il n'y a pas d'enzyme qui réplique de l'ADN. Tu vois. Par contre, les bactéries, il y en a. Donc, c'est là où on fait un peu la différence entre les deux. Moi, je dirais plutôt ça, en fait, cette définition-là du vivant me plaît pas mal. C'est quand on a de l'ADN, mais qu'on peut en faire quelque chose, si tu veux, qu'il y a des enzymes qui soit la répliquent, donc à ce moment-là, tu as des fonctions biologiques, soit traduisent certaines de ces fonctions en protéines, où il y a des fonctions biologiques qui sont en marche. Tu vois. Alors qu'un virus, techniquement, tu pourrais le laisser au fin fond de l'Antarctique gelé pendant des millions d'années. Lui, ça va rien lui faire, si tu veux. Et là, il bouge pas. Tant qu'il n'est pas ingéré par un corps et qu'il n'est pas répliqué par le corps, puisque c'est ce qu'il fait, en fait, le virus, lui. Il hack, si tu veux, un peu nos cellules pour se répliquer. Et en fait, il vit à travers nos fonctions biologiques à nous. Mais au-delà de ça, derrière, lui, s'il n'y a pas de fonctions biologiques derrière lesquelles il peut se répliquer, il est inerte. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'inerte, on ne considère pas comme de l'ADN synthétique. De l'ADN stocké dans des tubes, si tu veux, c'est loin d'être vivant pour moi dans cette définition-là, en tout cas. Et il n'y a aucun danger biologique ou autre? Non, le danger, c'est ce qu'on en fait après de cette information-là. C'est dans quelles cellules on les met et pour quelles fonctions on les code. Donc, mais ici, dans le contexte du stockage. Dans le contexte du stockage de l'information, en fait, ce serait peu probable, après je m'avance pas parce que je sais pas, mais ce serait peu probable que ce qu'on stocke dans l'ADN pour de l'information binaire, ce serait incroyable que ça coderait pour une fonction biologique. Exactement. Et je sais pas quel type de protéines ça donnerait, mais ça donnerait un truc qui serait pas forcément très fonctionnel, tu vois. Donc je pense pas qu'on en ferait grand chose. L'ADN en soi dans le tube et même répliqué, il donnerait pas grand chose en termes de fonction. Une prospective pour terminer, tu crois que c'est une technologie qui peut arriver dans le champ de l'informatique à 5 ans, 10 ans, 20 ans? C'est une très bonne question. Oui, je sais, c'est super difficile de faire des prospectives, mais je veux dire, c'est réel. Voilà, ça existe, tu l'as fait concret, avec des moyens relativement simples. Tu l'as fait à titre privé, tu n'es pas une multinationale non plus, donc c'est à la portée de personnes qui ont de la connaissance et un tout petit peu de budget. Et donc, pour que ça devienne industriel. Je pense que c'est une vraie question. J'ai lu pour ce podcast-là, j'ai lu beaucoup d'articles. C'est quelque chose qui est très étudié, et je pense que c'est parce qu'on se rend compte dans un horizon proche, je dirais dans les 10, 15-20 ans prochains, c'est une problématique qui va nous tomber dessus, le stockage. Et clairement, j'imagine que c'est une technologie qui sera nécessaire dans les 15 prochaines années. Pour répondre à nos besoins de stockage, d'archivage à long terme. Voilà. Après c'est ma projection, mais je suis pas sûre. Eh bien, nous donnons rendez-vous dans 10 ans, 15 ans pour voir si... pour en reparler. Merci Tiffany, c'était super intéressant. Pas lié au cloud du tout. N'allez pas faire des prospections, c'est pas des techniques sur lesquelles AWS travaille pour le moment. C'est juste que j'ai été piqué de curiosité en t'entendant parler de ça. Et voilà, mais juste un chiffre très intéressant que j'ai pas dit, mais un data center grand comme un terrain de foot en ADN, ça pourrait être compacté dans 5 grammes d'ADN. Donc ça tiendrait dans un petit tube. On a chacun un data center de stockage dans sa poche. Donc c'est voilà le potentiel que ça pourrait être, et c'est quand même assez impressionnant. À conserver dans un petit frigo. Donc en termes d'énergie, on est quand même assez light en termes de consommation d'énergie. Le futur du stockage des données, surtout de l'archivage des données, l'archivage à très long terme avec le stockage sur l'ADN. Tiffany Souter, Developer Advocate chez AWS, PhD en génétique, ce qui nous donne aussi une raison, enfin ça explique pourquoi tu expliques tout ça avec beaucoup de clarté, de pédagogie. Merci d'avoir expliqué tout cela aux auditeurs du podcast AWS en français. Merci à vous de l'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français, et d'ici là, quoi que vous codiez en ATCG, codez-le bien.